que se passe-t-il avec le Soleil? Certains disent que notre étoile est en colère. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et faut-il s'en inquiéter? En toute franchise, oui, on est en droit d'être inquiet. Ce n'est généralement pas une bonne chose d'avoir trop de soleil. La composante ultraviolette de la lumière solaire est nocive pour l'épiderme. C'est pourquoi les humains ont adapté un certain spectre de pigmentation de la peau. Plus il y a de lumière solaire contre laquelle nous devons nous protéger, plus nous avons besoin de pigmentation. Les grands chapeaux et les flacons de crème solaire à indice de protection élevé aident aussi, surtout pour les personnes à la peau claire. Mais que peut faire la planète Terre? Tout d'abord, essayons d'avoir une bonne estimation de l'ampleur de cette colère du Soleil. Le Soleil passe généralement par un cycle actif-calme-actif tous les 22 ans, avec un pic tous les 11 ans. Personne ne sait pourquoi cela se produit, c'est comme ça. Il y a probablement une raison, mais les scientifiques ne l'ont pas encore trouvée. Ils savent cependant qu'à chaque cycle, le Soleil inverse ses pôles magnétiques. En soi, c'est assez stupéfiant, surtout quand on sait que la Terre n'a pas inversé ses pôles magnétiques au cours des 600 000 dernières années. Dernièrement, le Soleil a été extrêmement calme, le plus calme qu'il ait été depuis plus de 100 ans en fait. C'est également inhabituel. Le cycle actif-calme-actif s'est transformé en un cycle actif-calme-calme. Mais cela est en train de changer, et c'est pourquoi nous souhaitons informer nos sympathiques spectateurs de ce à quoi ils doivent s'attendre dans les années à venir. Les termes calme, actif ou en colère font référence à la quantité de rayonnement à haute énergie que le Soleil émet. Heureusement, la quantité de lumière visible émise par le Soleil ne change pas beaucoup. Cela poserait un sérieux problème. Si le Soleil devenait seulement 6% plus faible ou plus lumineux, la Terre serait soit gelée, soit grillée. L'observation des taches solaires est le moyen le plus simple de mesurer l'activité du Soleil. Plus il y a de taches solaires visibles, plus le Soleil est actif. Un graphique, connu sous le nom de diagramme papillon, suit le schéma de l'activité des taches solaires sur une période de 11 ans. Le diagramme papillon montre comment les taches solaires disparaissent régulièrement de la surface du Soleil et réapparaissent régulièrement à d'autres endroits. La NASA avait prévu que le cycle actuel d'activité solaire serait calme comme le précédent, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Actuellement, nous sommes dans le cycle solaire numéro 25. C'est le 25e cycle solaire de 11 ans depuis 1755, date à laquelle les mesures ont commencé. Ce cycle d'activité solaire devrait atteindre son apogée en 2025. Le Soleil a déjà dépassé le nombre de taches solaires que la NASA avait prévu, et il ne semble pas que ce cycle solaire soit parti pour être calme. On dirait plutôt que nous allons observer un rayonnement solaire très actif sur la Terre au cours des prochaines années. Début février 2022, 40 des 49 satellites de communication SpaceX en orbite au-dessus de l'atmosphère ont été détruits par une éruption solaire. Le plasma électromagnétique à grande vitesse provenant du Soleil, connu sous le nom de vent solaire, a provoqué une compression de l'atmosphère terrestre. Les satellites d'Elon Musk ont ainsi perdu leur intégrité orbitale et se sont écrasés sur Terre. Les taches solaires ressemblent à des points sombres sur le Soleil, mais elles ne sont pas sombres, elles sont simplement moins lumineuses que la surface du Soleil. Pour avoir une meilleure idée, prends une ampoule de 25 watts allumée et tiens-la devant une ampoule de 100 watts allumée. L'ampoule de 25 watts paraîtra sombre. C'est la même chose pour les taches solaires. Les taches solaires à la surface du Soleil vont presque toutes par paires. Cela s'explique par le fait que ce sont des tempêtes magnétiques dans le gaz plasmatique du Soleil. Une tache solaire sera magnétiquement positive et l'autre tache solaire sera magnétiquement négative. Entre les deux taches solaires, qui peuvent être plusieurs fois plus grandes que la Terre elle-même, circule un courant électrique qui entraîne avec lui un arc ardent de gaz ionisé. Les éruptions solaires sont un autre élément dont nous devrions nous préoccuper. Ce sont de puissantes explosions électromagnétiques à la surface du Soleil, associées aux taches solaires. Lorsque le gaz plasmatique super chaud du Soleil s'agite, il tord également les lignes de champ magnétique dans les taches solaires. Lorsque ces lignes se brisent, une puissante explosion libère des rayons X et des rayons gamma à la vitesse de la lumière. Des gaz visibles sont également libérés. Les éruptions solaires ont un système de classification en fonction de leur puissance. Les éruptions solaires de classe X sont les plus dangereuses. Ce type d'éruption solaire peut provoquer des coupures radio sur toute la Terre et nuire aux satellites, aux astronautes en orbite et même aux passagers des avions à haute altitude.
Les éruptions solaires de classe M provoquent des aurores spectaculaires au pôle nord et sud de la Terre, tandis que les éruptions solaires de classe C n'ont presque aucun effet sur notre planète. Mais les éruptions solaires ne sont pas les plus grandes explosions qui se produisent sur notre étoile. CME est l'abréviation de Coronal Mass Ejection, soit éjection de masse coronale, et celles-ci sont beaucoup plus massives que les éruptions solaires, et plus dangereuses lorsqu'elles se dirigent vers nous. Comme leur nom l'indique, les éjections de masse coronale sont des explosions qui prennent naissance dans la couronne du Soleil. Elles projettent des millions de tonnes de gaz ionisé chaud vers l'extérieur de la couronne, qui est la couche de gaz mince et brillante qui entoure la surface du Soleil. La couronne du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface. Tandis que la température de la surface est d'environ 5500 degrés Celsius, celle de la couronne se situe entre 500 000 et 1 million de degrés. La question de savoir pourquoi et comment la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil est un autre grand mystère que les scientifiques n'ont pas encore complètement élucidé. Une théorie récente affirme que la couronne est chauffée par des ondes sonores et que les réactions nucléaires du Soleil font beaucoup de bruit. Le projet GONG, qui signifie Global Oscillation Networking Group, a été mis en place sur Terre pour surveiller les ondes sonores du Soleil. Il s'avère que le Soleil sonne ou oscille comme une cloche. Il y a 5 sites d'observation à travers le monde. Un en Inde, un en Australie, un aux îles Canaries, un au Chili et un en Californie, qui surveillent en permanence les plus de 10 millions d'ondes sonores qui se déplacent autour du Soleil. Maintenant que le Soleil entre dans une phase active, nous pouvons nous attendre à voir des CME plus puissantes se diriger vers nous. Les gaz expulsés par le Soleil sont ionisés et dépouillés de leurs électrons par la chaleur intense, ce qui les amène à former une tempête de protons qui peut traverser l'espace à une vitesse d'environ 800 km par seconde. Ces noyaux atomiques chargés positivement seront en grande partie bloqués ou déviés par le champ magnétique qui s'étend autour de la Terre. Notre atmosphère n'est d'aucune aide contre une tempête de protons. Bien que le dernier kilomètre d'air au-dessus de la surface de la Terre arrête les rayons X nocifs des éruptions solaires, le vent de particules du Soleil ne peut être arrêté que par la magnétosphère terrestre. Nous pouvons nous attendre à des aurores spectaculaires autour des pôles magnétiques de la Terre, et il est très possible que ces aurores s'étendent jusqu'aux latitudes moyennes lorsque la Terre traverse une éjection de masse coronale. Actuellement, une sonde spatiale américaine se dirige vers la couronne solaire. Comme cette dernière s'étend sur plusieurs millions de kilomètres, la sonde, nommée Parker Solar Probe, se trouve à 3,8 millions de kilomètres de la surface de notre étoile, soit environ 1/10 de la distance qui la sépare de Mercure. La sonde subit des températures de 1300 degrés Celsius, mais elle est pourtant maintenue à une température parfaite. Un bouclier thermique en composite de carbone de 11 cm d'épaisseur protège les télescopes et les magnétomètres de la sonde qui mesurent l'intensité du vent solaire. Les 5 antennes qui dépassent dans les gaz coronaux sont fabriquées dans un alliage qui peut résister aux températures extrêmes de la couronne. Le récent double cycle calme du Soleil est un peu inquiétant lorsqu'on essaie de prédire à quel point le Soleil sera actif durant ce prochain cycle. Les taches solaires ont complètement disparu pendant un long moment de toute la surface du Soleil. C'est comme si les distorsions magnétiques que nous voyons habituellement sur la photosphère du Soleil s'étaient effondrées à l'intérieur de celui-ci. Un magnétisme intense arrive maintenant à la surface et perce dans la couronne. Le National Center for Atmospheric Research de Boulder, dans le Colorado, prévoit que ce cycle solaire, le numéro 25, sera l'un des plus forts jamais enregistrés. Le dernier cycle solaire a été très calme, avec un nombre de taches solaires de seulement 116, sachant que la moyenne est de 170. La prédiction pour ce cycle se situe entre 210 et 260 taches solaires, ce qui en ferait l'un des plus forts de tous les temps. Nous risquons de perdre davantage de satellites à cause d'un vent solaire plus fort. Nous pouvons également nous attendre à des surcharges du réseau électrique lorsque la tempête de protons atteindra son pic en 2025. Cela signifie que nous devons nous attendre à une interruption de nos services Internet, car les protons chargés positivement pénètrent dans les câbles, se dirigent vers les transformateurs et les surchargent. Le 12 mars 1989, une puissante CME a frappé la Terre et a causé des ravages absolus dans nos réseaux électriques. Allons-nous vivre quelque chose de cette ampleur dans un avenir proche ? Reste à l'écoute. Nous avons envoyé plus de vaisseaux spatiaux pour étudier l'environnement de Mars que toute autre planète. Nous n'avons aucune preuve que la vie existe ou ait jamais existé sur la planète rouge.
Mais cela n'a pas empêché certaines personnes de se poser des questions. Principalement à cause des photos que les rovers Perseverance et Curiosity de la NASA prennent régulièrement de la surface de Mars. N'hésite pas à les regarder par toi-même sur Internet. Elles sont gratuites et accessibles à tous. Au fil du temps, des formes bizarres sont apparues ici et là sur ces photos, faisant croire à certains qu'il y aurait des sortes de créatures qui y vivent. En 2008, l'un des rovers a pris une photo d'un rocher qui ressemblait beaucoup à une silhouette féminine. D'autres photos semblaient montrer des silhouettes d'animaux, des ustensiles ou des objets semblables à ceux que nous avons sur Terre. Encore une fois, il y a peu ou pas de preuves de cette théorie, car les roches peuvent avoir toutes sortes de formes et de tailles. Mais il est vrai qu'en voyant certaines photos, on est amené à se poser des questions. De nombreuses personnes de la communauté scientifique considèrent Mars comme le meilleur endroit pour une installation à long terme, même si notre Lune est plus proche. Tout d'abord, parce qu'on pense qu'il y a bel et bien de l'eau sur Mars. Elle est simplement emprisonnée dans des lacs souterrains gelés. En revanche, le sol ne semble pas être riche en nutriments, et il pourrait contenir des produits chimiques dangereux. De plus, sur la planète rouge, la force gravitationnelle ne représente que 38% de celle de la Terre. Il est donc facile de transporter des objets lourds ici. Sur notre Lune, à titre de comparaison, la force gravitationnelle ne représente qu'environ 16,6% de celle que l'on trouve sur Terre. Ici, sur Terre, des experts étudient déjà la question de savoir comment nous pourrions vivre sur Mars. C'est parce que certaines régions de la Terre imitent de près les conditions plus rudes de Mars. L'île Devon, par exemple, située dans l'archipel arctique canadien, est la plus grande île inhabitée de notre planète. Il est facile de comprendre pourquoi il est si difficile d'y vivre. Le sol reste gelé toute l'année et la partie orientale de l'île est recouverte d'une épaisse calotte glaciaire. Les étés durent moins de 50 jours et ne sont pas vraiment chauds. Peu de plantes sont capables de pousser là, de sorte qu'aucune espèce animale ne peut s'adapter pour prospérer et se multiplier. C'est pourquoi le projet Autumn Mars a démarré ici en 1997 pour offrir aux astronautes des possibilités d'études uniques. Il y a peu d'options ici en termes de logistique et de transport, et communiquer avec les personnes en dehors de l'île est aussi un peu plus difficile. Tout cela à cause de la température et du sol stérile. Mais si on pouvait trouver des solutions pour vivre là, on pourrait peut-être le faire sur Mars aussi. Mais quel que soit l'entraînement suivi, les conditions sur Mars sont actuellement inhospitalières. Il y fait notamment très froid. En moyenne, la température est d'environ moins 63 degrés Celsius. Même en été, il ne fait jamais plus de 30 degrés. Et pour couronner le tout, l'atmosphère de la planète est composée de 95,3% de dioxyde de carbone. Donc, il n'y a littéralement aucun moyen de respirer là-bas sans dispositifs spéciaux. Mars n'a pas non plus de champ magnétique à sa surface. Elle est donc attaquée par le rayonnement du Soleil. À cause des variations de température, Mars subit souvent de puissantes tempêtes de poussière, qui peuvent recouvrir la planète entière. Techniquement, ces tempêtes ne peuvent pas nous suivre physiquement, mais la poussière peut obstruer les appareils électroniques et rendre instables les instruments à énergie solaire. On sait aujourd'hui que la vie telle que nous la connaissons est impossible sur Mars, mais a-t-elle jamais existé ? C'est une question débattue depuis longtemps par les scientifiques, depuis que les enquêtes de la NASA ont déterminé que certaines régions de Mars ont été habitables à un moment donné. On ne sait pas pendant combien de temps ni à quelle époque. Et ce n'est pas parce que quelque chose aurait pu vivre que cela s'est réellement produit. D'autres photos récentes de Mars ont montré un coucher de soleil nuageux. Cela signifie-t-il qu'il pleut aussi sur la planète rouge ? Pas vraiment. Pour commencer, sur notre planète, les nuages font des vapeurs d'eau. Et lorsqu'il commence à pleuvoir, l'eau atteint la surface de notre planète sous forme liquide. Ce processus n'est pas le même sur Mars. Étonnamment, il y a plus d'eau dans les nuages de Mars, mais ils sont composés d'eau glacée, un peu comme un fin brouillard glacé. Combiné à l'atmosphère mince et aux températures froides, cela empêche les nuages de tomber à la surface. Les couchers de soleil sont différents là-bas aussi. Selon les spécialistes de la NASA, il y a de la poussière fine qui rend le bleu près de la partie du ciel où se trouve le soleil beaucoup plus visible sur Mars, de sorte que les couchers de soleil ont davantage une teinte bleutée. Comme la Terre, Mars est incliné sur son axe, ce qui signifie qu'elle a aussi des saisons. Comme l'hémisphère sud est dirigé vers le soleil lorsque Mars est le plus éloigné, les hivers y sont beaucoup plus froids et les étés beaucoup plus chauds. Le calendrier est aussi différent sur Mars.
Une année y dure environ 1,88 années terrestres. Une journée y est un peu plus longue que 24 heures. Même si on devait un jour déménager sur Mars, il faudrait toujours communiquer avec notre Terre. Ce serait un peu difficile à faire puisqu'un message envoyé mettrait environ 15 minutes à atteindre sa destination. Ce n'est pas si énorme compte tenu de la distance totale, mais cela rendrait les appels vidéo plutôt ennuyeux. Aussi difficile que cela puisse être pour l'instant d'y vivre, il y a tout de même beaucoup de choses à voir. Certains scientifiques pensent que si nous parvenions à coloniser complètement Mars, une liste d'endroits serait rapidement déclarée parc national. Comme par exemple la zone entourant Olympus Mons, qui est le plus grand volcan connu du système solaire. S'étendant sur plus de 25 km. Valles Marineris serait aussi un de ces endroits. C'est un énorme complexe de vallées dont la distance est à peu près celle de Los Angeles à New York. Mars possède aussi de chouettes calottes polaires, qui connaissent parfois des chutes de neige sèches. Saturne et Uranus sont des planètes uniques dans notre système solaire grâce à leurs anneaux. Mars n'en a peut-être pas encore, mais pourrait bien avoir son propre anneau à l'avenir. Ne nous emballons pas trop non plus. On estime que cela pourrait prendre des dizaines de millions d'années. La plus grande lune de Mars, appelée Phobos, sera déchirée à un moment donné. Les débris qui en résulteront se déposeront dans un anneau rocheux autour de Mars, ressemblant à celui de Saturne et d'Uranus. En parlant de lunes, Mars en a deux, en tout cas à notre connaissance. En plus de Phobos, il y a aussi un autre objet appelé Deimos. Les deux ont été découvertes par un astronome américain nommé Asaph Hall en 1877. Le scientifique était sur le point d'abandonner sa quête des lunes de Mars. Mais heureusement, on l'a incité à poursuivre le projet. La nuit suivante, il est tombé sur Deimos. 6 jours après cette première découverte, il a trouvé Phobos. Ces deux objets spatiaux pourraient être en fait des astéroïdes, capturés par la gravité de Mars. Une autre théorie suggère qu'ils se sont formés en orbite autour de Mars, à peu près au même moment où la planète est apparue. Le fait que Mars ait une gravité vraiment faible pourrait aussi être la raison de cet événement fascinant. Mars a été frappé par de gros astéroïdes il y a de nombreuses années, tout comme notre planète. Une grande partie de ces débris est sûrement retombée à la surface, mais certains ont été éjectés dans l'espace car la gravité de Mars n'était pas assez forte pour les attirer. Ils ont fait un sacré voyage, certains d'entre eux ont même fini sur Terre. Ces morceaux de Mars nous ont d'ailleurs aidés à comprendre les caractéristiques uniques de la planète rouge. Nous avons continué à envoyer des robots sur la planète rouge avec beaucoup de succès au cours des dernières décennies. Mais il est encore assez difficile d'imaginer que les humains atterrissent sur Mars. Même en considérant la technologie actuelle des fusées, le voyage prendrait 6 mois. Et c'est un scénario optimiste si tout se passe bien à bord. Après l'atterrissage, les humains seront exposés aux radiations de l'espace lointain et à la microgravité. Ces deux éléments ont de graves effets sur le corps humain, et nous n'avons pas encore trouvé les moyens de les contrer. C'est pourquoi les recherches sont menées en permanence sur la Station spatiale internationale concernant les effets à long terme de la microgravité. Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottants, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel. Et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre, car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables.
Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière, et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps, si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement.
libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnants dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ?